Du coup, aujourd'hui, ça va être un live où on va voir de manière pratique, donc on est le lundi soir, on va voir comment je vais organiser ma semaine. Comme je t'ai dit là tout à l'heure, généralement je fais ça le week-end. Là, exceptionnellement, ce week-end, je n'étais pas du tout présent. Conclusion, on va faire l'analyse de la semaine pour à partir de cette heure-ci. Et donc la pratique, c'est pas grave, la pratique, je la commence à partir de mardi. De toute façon, majoritairement, le lundi, c'est pas là où je vais prendre des... Donc ça tombe bien. Du coup, premièrement, donc je vais ouvrir Google Classroom pour que vous puissiez mettre en état ce qu'il y a dessus. Module 3. Donc du coup, en plus, tu vois bien que dans l'ordre, ce que j'ai fait, j'ai mis d'abord module 2, concept technique, donc avec l'étape technique, ok. Et ensuite, j'ai mis module 3, concept fondamental. Là, j'ai procédé par le sens inverse. Je vais d'abord faire analyse fondamentale, analyse technique. Mais ce qu'on fera, c'est qu'une autre fois, on va faire la même chose, sûrement semaine prochaine, à voir. Et cette fois, on va faire le sens inverse, pour que tu aies aussi une vision de ce que ça donne quand on commence par de la technique et comment on opère nos recherches pour niveau fondamental. Ok. Si on regarde, organiser son analyse fondamentale. On va sortir ce PDF. On nous dit, enfin, je vous dis, dans un premier temps, la première étape d'une analyse fondamentale, ça va être l'analyse macroéconomique globale. Ok. Son objectif, ça va être de comprendre les dynamiques économiques. Donc, comment je vais procéder? Déjà, premièrement, je vais venir consulter une revue macro. La revue macro en question, qui est à consulter donc tous les jours et normalement, généralement à 9 heures du matin. Là, ça va être à 20 heures. Bon, je vais pas dire à chaque fois exceptionnellement c'est à 20 heures, mais prenez un peu comment ça va se faire. Donc très bien, donc je vais ouvrir mon FX Daily. J'agrandis la page. Dans mon FX Daily, donc hop, je vais venir traduire en français parce que j'ai pas envie de me concentrer pour comprendre ce qu'est. Et majoritairement, les termes utilisés dans ce document, comme dans la plupart des rapports macro qui sont en anglais, sont les mêmes en français. On va pas traduire les termes. Donc, qu'est-ce que ING nous explique? Déjà, pendant la majeure partie de 2025, donc les marchés ont joué l'homme, réagissant à la rhétorique commerciale imprévisible de Trump et au défi de l'indépendance de la Réserve fédérale. Cela a contribué à une baisse de 11% du DXY au premier semestre de l'année, soit la baisse la plus forte du premier semestre depuis 1960. Mais ces derniers mois ont marqué un changement. Avec les accords commerciaux fournissant un encre stabilisatrice, les acteurs du marché se sont recalibrés en se recentrant sur les fondamentaux, donc différentiel de taux, trajectoire de croissance, viabilité de la dette et exposition aux produits de base. Nous pensons que ce retour à une analyse disciplinée, jouer le ballon, est un aperçu de ce qui va arriver pour FX 2026. Vous trouverez ci-dessous nos appels pour l'année. Ok. Alors là, je suis dans les prévisions. Je suis pas allé sur le FX Daily. Je vais aller sur le FX Daily. Je fais un retour. Daily. Et tac. Ah, bah si du coup c'était bien sûr qu'il n'y en a pas pour aujourd'hui. Non, il n'y en a pas pour aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Tu vois, eux, ce qu'ils t'ont fait, c'est des prévisions par paire, tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est même très intéressant. J'aurais aimé pour l'exemple avoir un FX Daily comme je peux vous envoyer régulièrement, tu vois. Mais c'est pas grave. Là, donc, ok, traduire. Analyse de scénario, lire. Quand je vais venir lire les rapports, moi, je vais pas lire ligne par ligne. Ok, je vais lire en diagonale. Ok, tout simplement, je vais regarder les éléments les plus importants. Donc, quand je lis en diagonale, je remarque quoi? Politique locale, fonds d'investissement, ok. Marché obligataire d'État, ok. En Europe, dépréciation du sterling, préférable à la Banque d'Angleterre réduit les taux de la zone de 3%. Qui est couronne sur les taux, ça m'intéresse pas. Bank pas. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui atteint... Croissance chinoise régulière de près de 4,6%. Recroissance australienne 2026 devrait limiter la banque de réserve à une seule réduction de plus et voir le dollar australien éviter les pièges monétaires qui ont pesé sur le dollar néo-zélandais. Qui est monnaie à moins performante devrait être le dollar canadien. Ok. Ok. Bon, pas très intéressant pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent euro-USD. Il va venir haussier. Ok. Ils s'attendent à Q4 2025 qu'on soit à 1.18. Actuellement, on est en 1.16. Ils s'attendent à Q1 2026, 1.19. Ouais, ils s'attendent à une augmentation jusqu'à 1.22 jusqu'à l'année. Bon, un peu mitigé, mais ok. On va regarder la raison. Ok, légèrement plus faible, soir la réserve fédérale, combien de chaînes, note 75 PB, baisse de taux de neutre à 100, et notre appel. Ok, déjà, première information qu'on nous donne, leur équipe est convaincue que la réduction de la pression sur les salaires et le logement signifie que la Fed ne sera pas préoccupée par l'inflation l'année prochaine. Donc je suppose une autre baisse de 75 points du taux de la Fed est attendue, portant le taux directeur à un taux neutre de 3 à 3,25%. Ok, moi déjà cette information, je vais faire quoi? Je vais aller la vérifier. Okay, parce que ce qu'on nous donne, ok, là on nous donne certes un billet sur EURUSD. N'importe qui viendrait utiliser ce billet à bon escient, même si je le précise, tout en bas, il doit y avoir marqué normalement sûrement un disclaimer qui précise que c'est pas un conseil d'investissement. Mais donc, je vous invite à aller regarder leurs informations. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, pour toi qui est dans le module 6, tu vois que j'utilise, enfin tu vas voir, je vais utiliser un outil que tu connais, c'est un groupe, ça va être le
SOFR, ok? Le SOFR, ok? Qui se trouve ici. Tac. Ou même, j'ai envie de dire, même le Fed Watch. Ok, Fed Watch Tool, SOFR. Tac. Donc, quand je regarde, 5 septembre 2025, octobre 2025, prédiction à 96,089, ok. Novembre 2025, 95, 242, petite remontée quand même, 95, 96, 303, ok. On s'attend quand même à une plus grosse chute, tu vois bien que là, on s'attend, donc on passe de 80, enfin, on augmente très peu. Ok, donc si on regarde pour donc décembre, donc ça sera la fin du Q4 2025, on s'attend à être à 96 303. Ok, 96 303, ça correspond à je fais ça, tac, 100 moins combien? 96 3, 3,69, donc en gros 3,75, 3,75, et eux ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit entre 3 et 3,25. On a 2,75, toi de la fête, pourtant, qui est prêt. Ça c'est concernant l'année prochaine. Si je regarde l'année prochaine, je regarde Q4 l'année prochaine, là septembre 96 805, 16 805, tac, tac, 3,19, donc 3,25. Ouais, ça paraît pas déconnant, sachant que ça c'est les taux à court. Ok, déjà première chose, est-ce que t'as compris pourquoi j'ai fait ça? Ok, ok, ok. Et du coup, pourquoi là je suis venu calculer 100 moins 96 805 pour septembre 2026? Ok, 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 mais ces chiffres en pourcentage, ça correspond à quoi? Ce chiffre en pourcentage, il correspond à quoi? C'est l'anticipation de la courbe. Ça permet en fait d'évaluer les anticipations de chances futures. Ça, mais du coup, c'est sur les taux directeurs américains. Ouais. Ok, ok, très bien. Dire petite parenthèse, j'ai retrouvé le nom pour les intérêts à court terme. Ouais, c'est le TOCA. Voilà. J'ai pas entendu. Non, c'est pour ça, ça me perturbait de ne pas le retrouver. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, déjà, première information, je suis d'accord avec eux. Donc déjà, ça m'intéresse. Je continue. Tu vois, déjà là, si j'étais pas d'accord avec eux, déjà, ça m'aurait pas trop intéressé. Je continue. Si nous avons raison, les coûts de couverture en dollars chuteront encore et le côté acheteur augmentera. C'est le ratio de couverture sur les positions sur le marché obligataire américain. Okay, en regardant en arrière sur l'action des prix d'avril, la vente du dollar était largement motivée par le côté achat, qui a ajusté rapidement les positions sous couverture, sur les marchés d'actifs américains face au tarif de la Fed de la Libra. En outre, il reste suffisamment d'incertitudes concernant la politique de la Fed pour exiger une prime de risque en dollars. Les changements au conseil d'administration de la Fed au début de l'année prochaine et la pression politique potentielle sur la banque centrale avant les élections de mi-mandat de novembre avertissent que les taux réels du dollar américain dérivent vers la neutralité et pèsent sur le dollar. Okay. Accélérer la croissance de la zone euro. Cela n'en a peut-être pas l'air aujourd'hui, mais nous attendons à ce que l'économie de la zone euro accélère jusqu'en 2026. La région a les économies à mettre au travail et nous recherchons une relance budgétaire allemande pour s'enregistrer en 2026. L'industrie est à la traîne, mais la confiance des entreprises s'accélère un peu plus, de certitude dont l'environnement commercial mondial devrait voir l'élan de la zone euro se faire tout au long de l'année. Ok, déjà deuxième chose que je vais aller faire maintenant, vérifier cette information. Je vais aller cette fois sur Trading Economy. Là, c'est que des sources que ça je vous ai donné. Hein. Ouais, bien sûr. Je vais aller dans indicateurs, je vais aller dans confiance des consommateurs, c'est consommateurs, c'est en fait confiance des entreprises s'accélère. Ok, non, c'est la confiance des confiance des entreprises. Ok, là moi ce que je vais aller regarder, donc on a zone euro, on a Allemagne. Moi ce qui m'intéresse c'est Allemagne parce qu'il faut pas non plus défausser ce qu'ils ont dit. Ils parlent de relance budgétaire allemande, l'industrie est à la traîne, la sud mondiale devrait voir la zone euro se développer. Ah non, ça ok, bon on va regarder les deux de toute façon. Hop, confiance des entreprises, tac, qu'on ait une augmentation depuis début d'année. Rien de fou. Et d'après les prédictions de Trading Economics, sont pas forcément des toujours fiables. Hein. On s'attend pas non plus à un chiffre fameux, sachant qu'on est toujours en dessous de zéro. Pas oublier. Ok, bon. Maintenant, j'allais regarder deuxième information, l'Allemagne. Ah là déjà, ça correspond avec prévision. Confiance des consommateurs, vachement intéressant. On reste quand même sur des plus bas. Hein. On reste quand même sur des plus bas. On avait connu beaucoup plus durant les années 2021. On est sur des plus bas, mais on voit bien que on est en train de repartir quand même. On voit bien qu'on est en train de repartir. Et que donc 2026, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. On s'attend quand même une sacrée baisse, mais 2026, ça pourrait être ok. Ok. Bon, sans plus, pour l'instant, je n'ai pas encore d'avis, honnêtement. Donc l'industrie est à la traîne, ouais, je confirme. Mais la confiance des entreprises s'accélère, ça je l'ai déjà lu. Notre rappel est que la Banque Centrale Européenne a fini de réduire les taux de 2% et que le prochain mouvement est en hausse. Ok. Pareil, je vais venir vérifier cette information. Déjà, premièrement, je vais venir vérifier là-dessus. Indicateur, taux d'intérêt, zone euro, on est à 2,15. On n'est même pas encore à 2,15, prévision. Les gens sont quand même un petit quête un moment en 1,9. Mais c'est vrai que là, on voit bien qu'un plateau est en train de se faire. Un plateau assez important. Donc, stagnation des taux, pas de baisse. En pleine réduction des taux, c'est plutôt hawkish. Okay. Quand je dis c'est plutôt hawkish, c'est pas qu'on s'attend à faire des plus hauts, mais c'est que on sait pas les baisser plus. Ok, il y a sûrement des éléments qui vont sûrement nous en parler, qui nous fait dire que là, on ne souhaite pas couper les taux encore plus. Ok, et que le prochain mouvement est en hausse. Ah, carrément.
Là, c'était pas les mêmes choses. Maintenant, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais venir vérifier une deuxième fois l'information. Là, je n'aurai pas accès au STR là-dessus. Non. Par contre, si je vais sur Internet, sûrement le STR, qui est le STR, le STR. Puis on est toujours sur des 1.90, sur des 1.90, 90. Ouais, il n'y a pas de taux, il n'y a pas de hausse qui est attendue, ok? Par contre, ce qu'il faut pas négliger, c'est que moi, je n'ai pas eu, je n'ai pas encore regardé cette information, mais est-ce que dans le dernier discours de Christine Lagarde, il y a eu justement des dires qui disaient qu'on s'attendait peut-être à une hausse de taux? C'est possible. Honnêtement, c'est possible. Mais là, je ne vais pas pouvoir du coup m'avancer là-dessus. Juste avec les informations pour que j'ai, c'est juste qu'on reste. Mais dans tous les cas, qu'on ait une stagnation ou une hausse, dans tous les cas, c'est plutôt aussi pour l'euro. On est d'accord? Voilà. Moi, c'est l'information que je veux retenir. Ok, très bien. À plus long terme, la zone euro devrait commencer à augmenter, car ils envisagent une hausse de la BCE en 2027. Et la région devrait également bénéficier de la baisse des prix de l'énergie en 2026, une tendance de brut de GNL pèse au un mouvement jusqu'à 1,20 pour susciter tollé de la part des colombes de la BCE. Donc, c'est des deux de la BCE, mais le rythme des gains en euro USD devrait être lent et gérable. Ok, la Bitcoin, il y a peu de preuves de valorisation de 2025, le secteur privé étranger reste un acheteur passionné des marchés d'actions américains, et le banque centrale n'a pas apporté des changements notables dans la part en dollars de la réserve d'échange. Le cours des derniers mois, l'appel de cher du stablecoin s'est renforcé, ici la valeur des pièces stables de sa USD est maintenant environ 300 milliards, avec des prévisions de croissance à 2000 milliards de dollars, efficacement, en B2B et que dans ce qui sert à constater, la perspective d'une plus grande émission conjointe en dette en euros, au-delà de milliards d'euros pour les dépenses de défense, semble augmenter plus d'émissions que le bon, conteste de plus en plus les bons du trésor en tant qu'actif sur. Ok. Ça, c'est pas mal, ça, pour l'euro. Okay. Plus attractif pour les bons du trésor européen, bah, plus de prise de valeur pour la devise européenne. Okay. Très bien. Bon, là, il y a un petit truc, c'est que je pourrais très bien m'arrêter là et me dire, bon, je suis relativement d'accord avec ce qu'ils m'ont dit, ok, j'ai fait 2 recherches toutes petites, je pourrais m'arrêter là-dessus et me dire, bon, je pourrais partir sur une vision haussière. Mais je peux pas m'arrêter là. Parce que ça voudrait dire que je ferme un peu les yeux quand même sur d'autres données. Maintenant, deuxième étape que je vais faire, deuxième étape que je vais faire personnellement, c'est venir regarder ici ce tableau avec différents indicateurs économiques. Est-ce que acheter euro USD reste avantageux? Okay. Bien sûr, petite indication, ce tableau n'est pas idéal, dans le sens où il faut qu'on regarde le prendre en compte quand même, mais c'est des données qui sont passées. Okay. Et on se rappelle que le marché, certes, va utiliser un peu les données passées pour établir la réalité de l'économie en question, mais anticipe majoritairement. Okay. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et on va dire que dans notre analyse, elle correspond, elle est à 30%, ok, n'importe. Déjà, premièrement, je vais venir comparer les rendements obligataires. Rendements obligataires américains en blanc, que je vais garder juste tac, tac, tac. On voit que les rendements obligataires américains sont bien plus élevés que les rendements obligataires européens. Est-ce que tu sais à peu près ce que ça voudrait dire sur le marché ou pas? Le marché pour à l'instant T, Ouais, c'est ça. il est intéressant d'acheter des Américains que Européens. Ok. Donc du coup, à ton avis, qu'est-ce qui risque de prendre plus en valeur concernant juste cet indicateur économique sur sur le marché d'échange? Le ST, Exactement. Ok, donc déjà, premier facteur qui vient un peu m'invalider. Par contre, on se rappelle qu'ici, les bons du trésor, j'en parlais, ils étaient plutôt favorables. Ok, mais on reviendra dessus. Deuxième donnée, United State Interest Rate, donc c'est les taux d'intérêt, les taux directeurs, pardon. Les taux directeurs, non, ici, donc à ce moment-là, si on regarde juste ces deux données à l'instant T, qu'est-ce qui serait le plus intéressant d'acheter? la donnée qui est en blanc. Ok, donc américain. Ok, d'accord, ouais, bah, Ok, ouais, c'est ça. Maintenant, nuance, c'est-à-dire il y a un facteur à prendre en compte. On se rappelle ce qu'on nous disait par rapport au taux européen et au taux américain. Je repars dessus. Là, c'est à peu près la courbe des taux directeurs américains jusqu'à avril 2027. Ok. Maintenant, on regarde les taux européens jusqu'à 2020, fin 2025. Actuellement, ah non, là c'est actuellement 2025, on n'a pas les forwards. Pas les forwards. J'aimerais bien avoir les forwards. Ok, on va repartir là-dessus. On s'attend quand même à un sacré plateau hein, jusqu'à 2026. On s'attend à un plateau jusqu'à 30 juin 2026. Et ici, 30 juin 2026, c'est à peu près là. On s'attend quand même à une baisse. Hein. On s'attend quand même encore à des taux qui continuent de baisser. Ce qui fait que là, certes, on a un différentiel de taux d'environ quasiment de plus de 2 points, okay, de plus de 2,10 points. Sauf que ça va venir se raccourcir, ce différentiel de taux. Okay, donc là, est-ce qu'en ayant connaissance de cette information, il serait maintenant plus intéressant d'acheter du dollar américain ou de l'euro? ça, l'euro, ça va, C'est ça, malgré le fait que les taux européens restent plus faibles. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un débutant, je peux comprendre, qui peut être complexe à comprendre normalement, théoriquement, on te dit, bah, plus les taux sont élevés, plus c'est-à-dire que c'est attractif pour la monnaie, parce que du coup, les taux sont élevés. Mais d'un autre côté, t'as des économies qui vont jamais monter aussi haut dans les taux, mais qui restent pour autant très attractives, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte. Ok, donc j'avais un facteur contre, un facteur pour, ok, très bien. Maintenant, si on prend les données du PIB. Tac, PIB, hop, 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 hop. Ok, si on regarde juste l'écart des données, qu'est-ce qui serait plus intéressant, d'acheter sur les deux devises? là, on voit que c'est le dollar qui est en blanc, et on voit que le coût américain pour le dollar, Ok, il y a là qui va partir vraiment à la baisse, ok. alors qu'à l'inverse, pour l'euro, il commence à repartir légèrement à la hausse. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que depuis, on va dire depuis mi-2023,
on constate qu'il commence à y avoir quand même un resserrement, c'est-à-dire on commence à avoir une augmentation du PIB. Là, juste depuis janvier 2025, on a quand même eu une baisse sur le PIB européen, alors que le américain, on constate quand même une baisse depuis 2023, okay, et là on a eu une légère hausse. Donc, juste par cet écart, on pourrait se dire, bah, le PIB américain reste quand même plus profitable que le PIB européen, donc de ce point de vue-là, c'est pas très avantageux, certes, mais niveau tendanciel, on constate bien une augmentation, et l'autre, on constate une diminution. Maintenant, ce qu'il faut venir regarder, bien sûr, ce n'est pas source de, c'est pas source d'exactitude, ok, ça faut le prendre avec des pincettes, hein, ces données-là. Je suis pas toujours très fan. Mais là, du coup, ce qu'il faut venir regarder, c'est les prévisions. Ok, on va venir comparer deux indicateurs. Donc, nous étions sur le PIB, donc croissance du PIB. Tac. On va prendre, donc c'était États-Unis, c'est États-Unis, non, c'est pas la. Tac, PIB, non, c'est du coup là, c'est un annuel du PIB, je pense. Ouais, c'est ça. Tac. Et là, on va venir comparer, et là on va prendre celui-là. Voilà, c'est exactement ce graphique. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est prévision. Ah, il met pas de prévision. Ok, on va faire autrement. On va enlever cette donnée et on va faire prévision. Donc là, certes, on a eu une légère hausse, mais pour la prochaine fois, pour Q4 2025, on s'attend quand même une sacrée baisse. Ok. Après, on s'attend quand même une légère remontée et de nouveau une baisse. Donc entre ce niveau-là et ce niveau-là, on s'attend quand même de manière tendancielle à une baisse. Ok. Et surtout, vu que nous, on va être quand même sur du court terme, même du très court terme, ce qui va nous intéresser, c'est quand même les deux prochaines données. Ok. Donc, ok, c'est bas. On a quand même vraiment une bonne tendance. Maintenant, on va regarder l'autre donnée. Est-ce qu'on a vraiment une baisse aussi forte ou pas? Est-ce qu'on a quand même une baisse? Je pense qu'on aura quand même une baisse, à voir. Est-ce qu'elle sera aussi forte ou pas? Ça, c'est notre question. Zone euro, tac, prévision. Donc, certes, on a une baisse, ok. Mais on a quand même une stagnation entre les deux données. Et on voit bien que la reprise, elle est déjà en train de se refaire, ok, au niveau des prévisions. Ok. Donc, d'un point de vue, cette fois, d'anticipation, l'euro, niveau économique, serait peut-être plus pertinent d'acheter. Ok. Il y a quand même un autre facteur à prendre en compte. Par contre, niveau chiffre, le dollar reste quand même plus intéressant parce qu'on est sur du 2,1 annuel, alors que là on est sur du 1,3. Mais niveau tendanciel, c'est plus intéressant. Donc j'ai envie de dire, je suis relativement neutre. J'ai des facteurs sur le GDP qui sont favorables pour l'un et favorables pour l'autre. Donc ça va pas m'intéresser. Ok. Maintenant, on part ici. On va partir cette fois sur l'offre de monnaie. Ok, caché. Tac, faire comparer. Je vais mettre EUM 0, pourquoi il me le met pas? Si je mets, pourquoi il me le met pas? Si je mets CA, M le met, il est où? Je peux en proposer U, M0, mais j'ai 0, mais j'ai M1, donc je vais prendre aussi M. Et c'est juste ces données-là que je vais regarder. Celle-ci, j'ai pas vraiment à la regarder. Tac. Ici, j'ai changé de couleur. Ok, donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste les données en pointillé. Et quand on regarde l'offre de monnaie sur la valeur M1, ok, que ça, tu verras dans les prochains cours, c'est quoi la différence entre le M1 et le M0, le M2, etc. Tac. Voilà. On constate que l'offre de monnaie, là, entre fin août, on est quand même sur les mêmes. Okay, on est quand même sur les mêmes données. Donc là, il y a rien d'intéressant. Il n'y a pas de différence. On est vraiment sur les mêmes, on est vraiment sur les mêmes, aucune différence. Quoique, on a quand même eu une augmentation quand même de la part du dollar. Okay. Donc, je serais plutôt favorable pour l'euro, personnellement. Mais je le prends pas vraiment en compte, ça va. Ok, très bien. Après, sachant que si maintenant je fais, si on regarde cette fois niveau vraiment taux, enfin, pardon, pas niveau taux, niveau émission, on est quand même sur 18,88, là 18,91, c'est quand même plus favorable à l'euro. Mais bon, je vais pas prendre en compte. Là, ce que je vais regarder maintenant, c'est l'inflation. L'inflation, j'enlève toutes les données. Tac. Et l'inflation, on constate là que depuis octobre 2023, l'inflation américaine est au-dessus de l'inflation européenne, ok. Qui dit au-dessus, bah forcément dit des taux directeurs plus élevés, ok. Niveau européen, on voit bien qu'on reste quand même dans une bonne fourchette, ok. Allez, on n'a pas dépassé les 3 depuis un moment, pas dépassé les 3 depuis 2023, et notre plus bas était 1,8, ok. Là, donc on est dans la fourchette cible. Idéalement. Niveau américain, on a certes une stagnation, mais on reste quand même sur 3%. Et bon, pour les deux, on est en augmentation. Ça peut être un peu inquiétant. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que là, les taux européens restent aussi sur un plateau. Okay. Les Américains veulent quand même continuer à baisser pour stimuler un peu plus l'économie, malgré les 3%. Attends, moi, ce que je veux voir, c'est quelles sont les prévisions pour ces deux données. Donc, on repart sur l'indicateur. On repart, donc là, on est sur les inflation rate feuille. Inflation. Ça t'a une diminution, ça t'a quand même une diminution. Ça t'a une reprise après, mais ouais, sur les deux prochains trimestres, on s'attend quand même vraiment une bonne diminution. Ok. Ce qu'il faudrait après regarder, ce serait intéressant de regarder du coup, le CPI, mais quels sont les éléments volatiles qui vont venir impacter vraiment cette inflation. Et ça, je vais pas faire ça dans ce live, sinon on va vraiment avoir beaucoup trop de temps. On fera ça dans un autre live. Ok, maintenant si je regarde pour la zone britannique, je mets les Britanniques, je reprends les États-Unis. Si on regarde les prévisions, on s'attend à une légère augmentation pour la prochaine fois. Et ensuite une diminution. Et ça, c'est pas très favorable pour une baisse de tout. Okay.
Même si on s'attend quand même sur du long terme à avoir quand même une diminution de l'inflation, il faudrait voir c'est est-ce que est-ce que la prochaine réunion du FOMC, est-ce qu'on va baisser les taux ou pas, ok? Est-ce que là c'était le dernier cut de taux qu'on a eu en octobre? Ou est-ce qu'en décembre, il y en aura d'autres? C'est pour ça que là, les prochains discours de banque centrale, enfin de la Fed, il faudra les suivre de très, ok, pour savoir est-ce qu'on s'attend à un prochain cut ou pas. Ok, notamment via l'inflation. Mais là, on s'attend quand même à une augmentation, donc là, ce serait plus favorable d'acheter du dollar, contrairement à de l'euro. Donc, le facteur euro-USD acheteur est pas trop favorable. Ok, et maintenant, si je regarde comme dernière donnée majeure d'hier, je regarde l'euro-USD, je constate que on a un taux de chômage européen au-dessus du taux de chômage américain, ce qui est pas trop favorable pour l'économie européenne. C'est pas très favorable. Plutôt vendeur de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, c'est un peu normal. C'est que lorsqu'on a des taux directeurs qui augmentent, on a des taux directeurs qui diminuent, on a un taux de chômage qui augmente. Et lorsqu'on a un taux de chômage qui augmente, lorsqu'on a des taux directeurs qui augmentent, on a un taux de chômage qui baisse. Donc on a fait à peu près le tour. Donc, d'un point de vue, un indicateur global, on est mitigé. Ok, je dirais pas vraiment haussier, je dirais neutre à légèrement haussier. Il me faudrait d'autres confluences. Pour être les autres confluences, on va les regarder. Déjà, le sentiment global, le Greed Index. Sentiment global, Greed Index. Quoi? On était en extrême fear lors de la précédente fermeture. On est remonté en fear. Ok. Je pense que là, cette remontée est due justement à bientôt l'arrêt du shutdown américain. On risque de revoir une remontée. Ça, c'est intéressant. Donc, plus de liquidité vers les éléments à risque, potentiellement. Ok. Autre élément à regarder, potentiellement le sentiment de marché. Même si je suis pas forcément très fan de le regarder, ok, parce que le problème c'est que les données auxquelles eux ils nous donnent accès, on n'a pas accès aux détails de comment ils prennent leurs données, de qui ils prennent leurs données, comment ils font, bref, y a des facteurs qui sont un peu biaisés, sachant qu'ici on n'a pas tous les retails. Ok, là-dedans on n'a pas tous les retails, il y a sûrement une partie des retails, etc. Et c'est assez faussé dans le sens où si par exemple je vais regarder sur MyFXBook, sentiment global. Que ici, moi, je souhaite donc, bon, là, me concernant, c'est euro USD, mais imaginons c'est euro AUD, ok, ou AUD NZD. Si je regarde, il y a marqué quoi? 13% des traders trade actuellement AUD NZD. Ce qui fait que, certes, on est à 91%, mais c'est 91% des 13% qui traitent sur ce marché-là. Tu vois, et c'est pas 91% comment dire, des actifs. Et parmi ces 13%, on pourrait se dire, bah, c'est pas grave que ce soit 91% des 13% ou pas. C'est normal, c'est même évident. Oui, d'un autre côté, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est ces 13% des traders qui tradent actuellement avec des NZD, est-ce que c'est des traders rentables ou pas? Parce qu'à tout moment, ça peut être des traders rentables, tu vois. Donc, il y a des petits facteurs où, comme ça, un peu mitigé. Par contre, ce que je voulais regarder, donc, certes, ça peut être intéressant de regarder le sentiment de marché, surtout avoir une position, et même bien avant, ok, pour avoir vraiment une vision globale de commencer, ok, exemple Euro USD, tac, on voit bien qu'on est vendeur en majorité, donc acheter pour être intéressant sur Euro USD, ok. Pourquoi pas. Maintenant, moi, ce que je voulais regarder, c'est les commitment of trader, ok? Alors là, ce que je suis en train de réfléchir, c'est est-ce que je te le montre, comme je le lirai, que ça risque d'être pas facile à digérer. Quand je regarde Euro Short Time Rate, bon, ça c'est les taux. Voilà. Maintenant, je vais faire commande F. Commande F en haut va me permettre, tu vois, de faire ma recherche. Et moi, ce que je vais rechercher, c'est euro. Tac. Et là, euro, bon, j'ai ça, ok. J'ai rien d'autre en euros. Ok, j'ai que ça. Faire l'affaire. Euro Short Time Rate. Ouais. Non, je vais pas le faire lire. Ah non, il me le met directement dessus. Est-ce que si je le fais lire là-dessus, ça c'est mieux. Bar chart. Ah bah, il faut que je me connecte. Ah non. Ok, top. Donc, on a les longues positions, on a les short positions, on a les producteurs, les swaps, les managers, les losers, les non-reports. Ok, ok. Est-ce que je vais te mettre chart de pas être intéressant? Non, je vais pas non plus te le faire lire comme ça. La manière la plus simple que je vais te la faire lire, je pense que l'indicateur serait simple. Je vais aller sur Euro FX. Ah ouais, mais ça c'est en futur. Si ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. En gros, c'est à peu près comme ça. Alors, on va voir trois intervenants majoritaires. On va voir les commerciales, ok. Les commerciaux, donc ça va être, par exemple, ton producteur. Ok, ton producteur imaginons toi tu veux regarder, bah là, ça va être, imaginons que tu veux regarder la production de pétrole, ok, tu vas regarder les commerciaux. Les non commerciaux, donc ça va être tous les investisseurs, ok, tous ceux qui sont du coup non commerciaux. Et tu vas voir les small spéculateurs, donc ça va être les petits spéculateurs, dont toi et moi, ok. Ce que je vais aimer regarder, et tout dépend aussi des conditions, ça va être les non-commerciales. Okay. Selon ce que je vais regarder, souvent sur le Forex, ça va être les non-commerciales que je vais regarder. Okay, c'est là la nuance. Sur les matières premières, ça va être les commerciaux. Okay. Là, nous, du coup, c'est sur le marché des devises, donc ça va être les non-commerciales que je vais vouloir. Okay, c'est tous les investisseurs, parce que c'est
eux qui majoritairement vont placer leur argent là-dessus, pour le biais de commerciaux même parfois, ok? Donc c'est non commercial. Les non commerciaux, ils sont en vert, ils se trouvent ici, et les commerciaux, ils sont en rouge, ils se trouvent ici, ok? Quand tu regardes les non commerciaux, qu'est-ce qui se passe? Quand les non commerciaux achètent, le prix monte. Quand les non commerciaux vendent, le prix baisse, et ainsi de suite, ok? Si les commerciaux achètent, le prix monte, ils se mettent à vendre, le prix chute, ok? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok? Donc, moi, ce que je voulais regarder maintenant, c'est, actuellement, les non commerciaux, est-ce qu'ils achètent ou ils vendent? Bah, là, je suis en train de voir que ils achètent, ok? 121 000, ils sont en train d'acheter, et on a des commerciaux ici qui vendent. Ok, 161 000. Donc, quand je regarde l'écart entre 165 000 et 114 000, la différence est d'environ moins de tête, moins 50 000, ok? Moins 50 000. Ce qui fait que tu as environ moins 50 000 ordres qui sont actuellement en vente, ok? Et quand on regarde sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Moins 50 000, on voit bien que le marché est en train de baisser, d'accord? Donc, du coup, actuellement, vu qu'on a moins 50 000 pour les gros intervenants, je vais plutôt chercher à vendre l'euro USD qu'à l'acheter, ok? Parce que les intervenants justement sont là. Et donc, de ce point de vue-là, bah, on voit bien que ça correspond pas du tout à ce que eux ils me donnaient comme information. Eux, ils étaient plutôt aussi, ok? Et pourtant, eux, ils font partie des non commerciales. Voilà. Ce qu'il faudrait pour que ça m'intéresse, c'est que lors du prochain rapport Commitment of Trader, malheureusement, on a une semaine de retard, on va l'avoir vendredi pour cette semaine. Mais ce qu'il faudrait, c'est voir potentiellement une augmentation, ok, un open interest qui augmente, une augmentation de, on passe de 120 000 par exemple à 132 000, 135 000, 140 000, ok, pour voir que, bah, on commence à avoir des intervenants non commerciaux qui commencent à réinjecter de la liquidité à l'intérieur. Okay. Le problème, c'est qu'on a une semaine de retard. Si on est sur de l'investissement, ça pourrait passer. Une semaine de retard, sachant qu'on risque d'avoir une position ouverte demain, clôture en fin de semaine, c'est pas forcément intéressant. Okay. Donc, est-ce que je vais venir m'exposer directement dessus? Sûrement pas. En tout cas, je pense pas. Juste par cette donnée-là. Hein. À chaque fois, là, je sais pas si t'as vu, on fait donnée par donnée. Okay. Et après, on assemble le puzzle pour se faire une idée globale. Ok, donc on a fait à peu près le tour. Conclusion aussi, ouais, mais pas autant qu'il le pense jusqu'à 1.22. C'est-à-dire qu'être aussi jusqu'à 1.18, pourquoi pas? Pourquoi pas? 1.22 surtout. Ok. Maintenant, on va partir sur la partie analyse technique. Tac. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser 4 choses. 5 choses, pardon. Premièrement, le DXY. Ok, d'un point de vue technique, donc je vais venir couper ça.